Comment mesurer le développement? Voici une question qui peut paraître simple, mais en fait complexe. Pourquoi? Très longtemps, on a confondu développement économique, croissance et richesse. Pour mesurer la richesse d'un pays, le PNB est un outil déjà employé depuis longtemps. Il désigne la production de biens et de services produits par un pays, que ce soit sur le sol national ou à l'étranger, via les entreprises multinationales. Plus intéressant, le PIB, produit intérieur brut, mesure également la production de richesses, mais au sein du territoire national, que ce soit par des entreprises nationales ou des multinationales. À l'heure de la mondialisation, où les échanges sont multiples, où les entreprises se pensent désormais à l'échelle mondiale, ce critère semble plus intéressant. Le PIB permet donc de mesurer un niveau de richesse d'un pays. Cependant, il s'agit d'une moyenne, et comme toute moyenne, elle gomme des inégalités qui parfois peuvent être extrêmement fortes, notamment dans les pays émergents. Richesse et croissance des richesses n'est pas synonyme de développement. La richesse est un processus quantitatif. Il permet donc de mesurer le développement d'un pays d'un point de vue stricto sensu économique. La notion de développement est plus large, puisqu'elle englobe un principe qualitatif. Ce processus qualitatif est dépendant, effectivement, de la richesse et de la croissance économique. Cependant, ce n'est pas le seul critère. La notion de développement renvoie à un changement des structures sociales permettant au plus grand nombre d'accéder à des biens matériels, certes, mais aussi à des services aussi essentiels que la santé ou l'éducation. L'ensemble de ces éléments étant une réflexion sur le bien-être humain. Pour définir le développement, un outil a été mis en place par la Banque mondiale il y a déjà quelques années. Il s'agit de l'IDH, Indice de développement humain. C'est un indice synthétique qui va de 0 à 1. 1 représente un niveau de développement supérieur, 0 un niveau de développement exécrable. Cet indice synthétique mêle 3 statistiques, s'appuie sur 3 éléments. Le niveau de vie d'un pays, c'est le PIB par habitant dont nous avons déjà parlé. À ce critère économique s'ajoutent 2 autres critères. Le premier d'entre eux est un critère lié à la santé. Effectivement, on va mesurer l'espérance de vie à la naissance. Ce critère permet de voir si le pays profite dans sa globalité d'une amélioration de l'économie. Comment peut-on expliquer une espérance de vie longue? D'abord, ce sont des éléments bien sûr liés à la santé. Est-ce que le pays est doté d'une infrastructure de santé avec des personnels compétents permettant de soigner la population? Mais ce critère ne suffit pas. Faut-il encore que la population ait la possibilité d'accéder à ces soins? Autre élément, c'est de se renseigner sur les éléments qui peuvent abréger la vie. Est-ce que la population a accès à l'eau potable? Est-ce qu'elle a accès à une nourriture en quantité et en qualité suffisante? La population habite-t-elle dans des logements qui lui permettent de se préserver du froid, de l'eau? Enfin, le pays est-il un pays stable qui ne connaît pas de conflits internes ou externes? Et la stabilité politique est un élément essentiel pour le développement d'un pays et de sa population. Troisième critère, le critère lié au niveau d'éducation. Effectivement, on va mesurer le taux d'alphabétisation des plus de 15 ans. C'est un enjeu essentiel pour le développement. Comment peut-on imaginer qu'un pays se développe à long terme s'il ne dispose pas d'une main-d'œuvre qualifiée qui, certes, a connu l'école primaire et la possibilité ensuite d'accéder à un enseignement secondaire ou supérieur? Le critère de l'éducation est aussi un bon moyen de mesurer si l'État a pris conscience de cette nécessité de l'éducation. Enfin, autre élément, des enfants qui vont à l'école, ce sont des enfants qui
ne vont pas les concurrencer sur le marché du travail, la population adulte. Ce critère de l'alphabétisation permet donc de prendre la mesure de la maturité politique d'un État qui sait mettre en place une politique scolaire qui certes a un coût colossal, mais qui est indispensable pour viser un développement à long terme. À l'aune de ces trois critères, on pourra analyser une carte très complexe des inégalités sur la planète. Un autre indicateur intéressant est l'IPH, l'indice de pauvreté humaine. Alors bien sûr, là se séparent deux groupes, les Nord et les Sud. La pauvreté d'un pays du Nord ne ressemble pas à la pauvreté d'un pays des Sud. Cependant, au Nord, on peut voir d'énormes inégalités entre le monde américain d'un côté, ou anglo-saxon plus généralement, et la vieille Europe. Effectivement, les inégalités dans le monde anglo-saxon sont beaucoup plus importantes, liées à un libéralisme économique qui ne prend pas en compte une population fragile. En Europe, la tradition de l'État-providence et d'une politique d'influence keynésienne permet de limiter ces inégalités. Dans les pays des Sud, un lien assez clair se met en place entre IPH et PIB par habitant. On voit que plus un pays est pauvre, plus le nombre de pauvres est important. Cela peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tout à fait. Cela permet de dire que dans un pays qui connaît une croissance économique, l'ensemble de la population profite de ses bienfaits, même si c'est de façon fort différente entre une petite partie de la population qui va accaparer l'essentiel de ce surcroît de richesse et une majorité de la population dont les gains sont beaucoup plus modestes.